Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence qui va laisser la parole aux étudiants qui ont vécu un parcours au départ de l'université, qui va vous expliquer le parcours qu'ils ont effectué et sa dimension internationale. Donc pourquoi c'est moi qui présente je vais me présenter rapidement. Pourquoi je suis là? En fait, c'est assez simple. J'interviens depuis 3 ans à l'université sur le module méthodologie, construction du projet professionnel. Donc, je suis en contact depuis 3 ans avec des étudiants, parfois désespérés sur leur vision du monde du travail, leur capacité, leurs compétences. Et beaucoup parlent 1, 2, 3, 4. J'ai une promotion cette année, c'est 4 ou 5 langues parfois. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Alors, je suis assez surprise de voir qu'ils sont assez peu nombreux parce que je pense qu'ils ont énormément de questions et c'est un petit peu dommage. Donc, moi, je m'appelle Isabelle Guillaumard. Je suis spécialisée dans la distribution, j'ai fait toute ma carrière dans la distribution, entre Decathlon et Sephora, sur des postes de direction de magasin, direction de formation et direction des ressources humaines. Voilà, le plus intéressant, c'est les petits étudiants qui sont là. Donc, je vais vous les présenter tous et ensuite, ils vont intervenir. Donc, l'idée, c'est le partage d'expérience, donc qu'ils puissent expliquer leur parcours, pourquoi, donner un peu de sens à leur parcours. Et il y a du sens dans leur construction professionnelle. Et ensuite, vous aurez la parole, donc des questions pour ce partage d'expérience. Alors, nous avons Adeline. Nous avons Linda, Camille, Thomas, Audrey, Laetitia et Gilles. Bon, ils sont un peu timides, mais quand ils auront le micro, la passion va les emporter et je pense qu'ils n'auront aucun problème. Bon, je vais donc laisser la parole à Adeline qui va nous expliquer son parcours. Ah ben voilà, il marche. Alors, bonjour déjà. Je m'appelle Adeline Baldo, je pense que je suis la plus jeune. J'ai 22 ans. Je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé voyager. Mais j'ai eu un vrai déclic il y a 3 ans, quand j'ai terminé mon bac. J'ai eu un bac littéraire et je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Je suis partie sur un BTS commerce international parce que je voulais des études courtes. Ça m'a donné l'opportunité de partir pour mon premier stage de première année, 3 mois aux États-Unis. Ça a été un déclic formidable. J'ai passé 3 mois à vivre des aventures extraordinaires, que ce soit d'un point de vue professionnel ou interculturel. Voilà, ça m'a vraiment marqué. C'est un pays où je suis retournée plusieurs fois depuis. J'ai fait beaucoup de villes. Je suis même partie visiter le Canada. Je viens d'ailleurs tout juste, parce que je viens d'obtenir mon diplôme en licence, je viens d'ailleurs tout juste d'obtenir un visa pour partir 2 ans au Canada. Donc je cherche activement un emploi. En deuxième année, je suis partie faire mon stage aux Émirats Arabes Unis. C'est une destination pareille qu'on m'avait proposée. Moi, ça fait longtemps que je cherche à partir en Asie, mais on m'emmène toujours ailleurs. Donc je saisis les opportunités qu'on m'offre. Les Émirats, c'était très différent. Professionnellement, c'était beaucoup plus intéressant. Mais je dirais qu'il y a des choses qui m'ont moins plu. Après, bon, chaque destination est différente et on a une expérience propre, je dirais, à chaque voyage. Mais c'était quand même, c'était nourrissant. Puis je me suis dit, j'aimerais faire une partie de ma carrière et de ma vie à l'étranger. Alors, un BTS, ça suffit pas. Malheureusement, c'est très peu reconnu, même des fois très peu connu. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire une licence. Je me suis inscrite à une licence professionnelle à l'IUT de Lyon 3. C'était toujours du commerce international, mais ciblé vers les marchés émergents. Là, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une alternance. Mais quand j'ai compris que je pouvais faire un stage à l'étranger, j'en ai profité et j'ai fait 2 stages à l'étranger. Je suis partie 4 mois au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Je pense que ça a été l'expérience la plus forte de ma vie, vraiment. C'était un choc un choc interculturel très très fort. Des conditions des fois pénibles. On n'avait pas toujours l'électricité. Pendant plusieurs jours, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de réseau Internet. Il fallait travailler des fois en extérieur sous 50 degrés parce que j'étais là-bas à la mauvaise saison.
Donc c'était plutôt désagréable, mais bon, j'ai eu de la chance parce que les locaux sont des gens très accessibles, très bienveillants, accueillants, et ça a vraiment rattrapé les mauvaises conditions et le confort un peu bousculé dans lequel j'étais. Puis j'ai enchaîné, je suis partie 2 mois en Roumanie. Ce coup-là, j'étais dans un groupe international. Jusque-là, j'avais fait que des entreprises locales, donc avec un management très propre à chaque pays. Là, c'était une entreprise française, voilà, à la base française, mais partout dans le monde. Donc c'était un petit peu différent, mais toujours avec un point de vue local, une vie locale, puisqu'on travaille avec des locaux, on vit avec les locaux. Donc voilà. Je vous raconte tout ça parce que je me suis toujours laissée porter par mes expériences. Là, c'est uniquement mes expériences professionnelles, mais j'ai aussi beaucoup voyagé. Cette année, j'ai calculé, j'ai fait à peu près 15 pays. Je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, j'aime ça. Je pense que je me suis vraiment révélée dans le voyage. Je tiens plus en place. J'aimerais juste dire que s'il y en a parmi vous qui sont des gens ouverts, si vous aimez le contact avec l'autre, si vous aimez partager un quotidien, parce que c'est pas parce qu'on aime le tourisme qu'on va aimer vivre ailleurs, c'est des choses très différentes. Foncez, vraiment. Quand on rencontre des gens, moi ce que j'aime, c'est rencontrer des gens qui sont différents de moi, qui des fois parlent ma langue, mais pas tout à fait ma langue, avec un accent différent, ou avec, je sais pas, des expressions différentes. Mais même quand les gens parlent pas votre langue, je pense qu'ils ont une histoire à raconter, ils ont quelque chose à dire, ils ont une vision du travail, un rapport avec le sport, un rapport avec la vie, un rapport avec la mort, une vision du travail qui est tellement différente. Et même si on est tous des êtres humains, on peut être vraiment surpris des différences. Et voilà, foncez. Voilà. Merci Partir, c'est beaucoup. bien. Un vrai gros plotter. Vous nous avez donné envie, hein, franchement. Non, mais vraiment, je pense que ça aide à... Surtout parce que, voilà, je suis pas la seule, hein. Il y a beaucoup de jeunes dans notre génération qui partent aussi, mais ça permet vraiment de mieux saisir les enjeux économiques, les enjeux politiques et la dynamique mondiale à laquelle je pense qu'on doit tous participer maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de poser vos questions. Notez-les pour ne pas les oublier, parce que les 7 intervenants vont présenter leur parcours et après on fera un jeu de questions-réponses. Donc. Bonjour, Linda Boumrard. Pardon. Donc Linda Boumrard, donc j'ai été à l'IAE ici pour mon master en management international et puis après un master en achat. Donc pareil, l'étranger ça a été aussi une révélation pour moi. Je suis partie en licence, en bachelor j'étais en Écosse et puis après je suis revenue ici pour faire mon master et j'avais qu'une envie, c'était de repartir ailleurs, découvrir autre chose, rencontrer de nouvelles personnes. Du coup, j'ai fait mon Master 2 aux États-Unis. Et quand je suis revenue, pareil, hein, on a un peu la bougeotte et on a envie de repartir et de revivre en fait l'expérience qu'on a eue. Donc à partir de là, j'ai cherché du boulot en France, mais avec toujours un scope pour l'international. Et là, je ne trouvais pas trop. Donc je me suis réorientée vers un Master achat, donc avec l'aide, entre autres, de l'IAE pour tout ça. Et là, donc, je suis acheteur projet dans l'aéronautique, ce qui me permet d'avoir toujours en fait, ce scope international. Je suis en contact en permanence avec des gens partout dans le monde, notre filiale aux États-Unis. Je suis partie, pareil, bosser quelques mois aux États-Unis pour l'entreprise, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un là-bas. Et tout ça grâce à la formation qu'on a eue ici, la chance qu'on a eue de partir à l'étranger, l'ouverture d'esprit qu'on a. Et pareil, ce que j'en retiens, c'est vraiment des rencontres avec des gens, des endroits, des situations qu'on ne rencontre pas forcément quand on reste chez soi. On sort de la zone de confort qu'on a ici et puis on découvre des gens, des endroits, et puis on découvre aussi qu'on est peut-être plus fort que ce qu'on croit, qu'on est plus ouvert que ce qu'on croit, et ça permet vraiment d'avoir une ouverture d'esprit et une vision différente des choses. On se rend compte qu'on a beaucoup de chance d'être ici, d'être en France, et que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'avoir cette vision-là. Donc ça permet de mettre en perspective les choses. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment partez, même si ça vous fait peur, même si vous avez des attaches en France que vous ne pouvez pas forcément laisser.
Vous allez revenir pour des vacances, pour autre chose, et partez, éclatez-vous. Et ça sera vraiment, je pense, la meilleure expérience que vous pouvez avoir dans votre vie étudiante et après dans votre vie pro. Parce que c'est vrai que c'est quand même un gros tremplin. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des gens qui ont des profils internationaux, qui parlent une ou deux langues, voire même plus. Et prenez la chance qu'on vous donne aujourd'hui de partir pour découvrir tout ça. Moi, j'ai juste une petite question. Comment fait-on pour partir aux États-Unis pour faire son master ? En fait, on a des échanges ici. Donc moi, c'était avec l'université de Charlotte qui est en partenariat avec l'IAE de Lyon, en fait. Donc c'était juste, faut passer après les tests, etc., le TOEFL, et puis avoir des notes suffisantes pour que l'université là-bas nous accepte. Mais c'est pas plus compliqué que ça, en fait. D'accord. Et ça dure combien de temps ? 1 an. Je suis partie 1 an pour mon master 2. D'accord. Vous étiez dans quelle ville ? À Charlotte, en Caroline du Nord. Comment vous avez intégré cette université ? Il n'y avait aucun Français avec vous ? De Lyon, non. Mais j'ai eu de la chance parce qu'on était quand même dans une université où il n'y avait pas beaucoup de Français. Je dis ça parce qu'après, quand on est à l'étranger, on a tendance à aller voir les Français. Et du coup, on ne parle pas forcément anglais ou espagnol ou autre. Et on a plus d'appréhension à aller voir des gens d'autres cultures, alors que c'est ça qu'il faut faire vraiment. Donc c'est pour ça que je dis que c'était une petite chance quand même de ne pas avoir vraiment de français dans ma fac. Après, je vivais sur le campus, dans une résidence étudiante, comme vous pouvez voir dans les films et les séries américaines. Hein. Donc c'est vraiment ça, un énorme campus avec tout ce qu'il faut dessus, un Apple Store, des Starbucks et autres, quoi. Donc non, c'est vraiment comme ça. Et puis en fait, on a un réseau, au début, beaucoup d'étudiants internationaux, parce qu'on est tous là dans la même optique. Et puis au fur et à mesure, on se fait des amis américains aussi. Et puis on sort énormément, on rencontre plein de gens, on fait plein de choses. On part en week-end, on part en voyage pour les différentes vacances qu'on a, quoi. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est intéressant. Oui, c'est ça. C'est que ça paraît toujours compliqué, en fait. D'abord, master aux États-Unis, ça fait rêver. Après, on dit c'est pas pour moi, c'est inaccessible. Donc, c'est intéressant. Votre expérience est intéressante pour ça. Si vous avez des questions, on reviendra dessus. Ok, très bien. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Camille Lefebvre, j'ai 26 ans. Je suis sortie de Lyon 3 l'année dernière. Donc, au tout départ, l'international, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée depuis que j'ai 3 ans, parce que quand j'étais petite, ma maman a tout claqué pour m'emmener au Guatemala. Et je me rappelle comme si c'était hier, donc j'ai des très belles images en tête, et ça m'a, on va dire, complètement mis dedans, quoi. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, et depuis, ça a toujours été un but dans la vie que de trouver quelque chose qui me fasse soit voyager directement, soit gagner assez d'argent pour voyager quand j'en avais envie. Donc, quand je suis arrivée à la fac, j'ai choisi fac d'anglais après un bac L. J'avais pour seule envie à ce moment-là de parler anglais. Je savais absolument pas ce que je voulais faire. J'étais paumée jusqu'à encore l'année dernière. Donc, j'ai fait mes 3 années de licence. Je me suis rendu compte que je voulais pas du tout être prof, que j'avais pas de patience et que j'avais envie de faire autre chose. Je me voyais pas enseigner. J'avais plutôt envie d'aller moi-même découvrir le monde et me servir de la langue pour autre chose. Donc après ça, j'ai voulu faire une école privée qui était orientée sur le tourisme et l'hôtellerie. J'ai fait un super crédit à 8 500 € pour faire cette super école qui ne m'a rien apporté du tout. Donc finalement, après ça, j'ai dit je retourne à la fac. Donc il faut bien choisir ses écoles si vous faites ça. L'IAE, c'est très bien. Donc après ce bachelor en tourisme-hôtellerie, j'ai travaillé 1 an. Je suis retournée à la fac. Il faut savoir qu'en licence, j'avais pas fait l'Erasmus, ce que j'ai beaucoup regretté. Donc après, en master, je voulais partir, mais bon, il y a différentes... il faut prendre en compte les moyens financiers, on peut pas toujours. Donc je suis pas partie à mon grand regret. Et finalement, le master que j'ai fait ici, c'est le master LCE, Langue Culture Entreprise. Parcours anglais qui m'a finalement fait découvrir vraiment ce que je voulais. Je suis arrivée, on a eu évidemment que des intervenants en cours, des gens qui avaient des parcours professionnels très variés, qui tout au long de leurs cours magistraux nous apprenaient leur expérience et nous ont aidés, mine de rien, en nous donnant leurs conseils, à nous orienter. Et en fait, en cherchant mon stage, j'ai trouvé carrément ma voie. Je cherchais quelque chose. J'étais venue à Lyon en fait juste pour le master. Je suis originaire de Reims. Je voulais trouver quelque chose dans l'export et dans le Champagne. Et donc j'ai trouvé un job dans l'export mais à Lyon et je voulais absolument rentrer à Reims
pour être dans le Champagne. Donc j'ai relancé quand même les maisons de Champagne qui ne m'avaient pas répondu à mes lettres de motivation. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit effectivement, on n'avait pas retenu votre profil parce que vous sortez de la fac et pas d'une école. Et donc j'ai dit c'est dommage. Et elle m'a dit mais puisque vous appelez, vous prenez la peine de relancer, on peut parler. Et en fait au bout de 20 minutes au téléphone, elle m'a dit écoutez, vous venez pendant les vacances de Noël et puis je vous prends. Donc elle m'a donné ma chance parce que j'ai rappelé. Donc premier conseil, quand vous faites des demandes de stage, ne jamais lâcher l'affaire. Surtout bien relancer parce que c'est ce qui va montrer, c'est ce qui va déterminer que vous êtes motivé par rapport à d'autres. Et peu importe là d'où vous venez, si vous venez de la fac, de l'IAE, d'une école, c'est pas ça qui va jouer, c'est vraiment votre personnalité et votre motivation. Donc suite à ça, j'ai trouvé mon stage en marketing dans une maison de Champagne. Je suis rentrée à Reims, j'ai fait 6 mois de stage. Au début, j'étais vraiment la stagiaire où on donne tout ce qu'on donne à faire qu'on n'a pas envie de faire. Et puis en fait, on m'a donné pour mission de préparer le salon Vinexpo, qui est un très très grand salon international qui se passe à Bordeaux pour les vins et spiritueux. Et en fait, c'est là-dessus que je me suis révélée. J'ai passé des heures, j'ai travaillé sans compter mes heures. En fait, je finissais des fois à 21h, je sortais, je passais mes journées à appeler les États-Unis, l'Asie, la Chine, pour trouver des gens avec qui prendre rendez-vous sur le salon. Et donc à la fin de mon stage, en fait, j'avais fait mes preuves et ils étaient très contents, mais ils n'avaient pas spécialement de place à m'offrir. Et finalement, j'ai laissé passer l'été. Et comme la maison appartient à un petit groupe familial, il y avait une autre maison de Champagne qui a fait le Vinexpo avec nous, qui m'a repéré, qui est venue me chercher avant même que je cherche du travail. Donc il m'a offert un CDI directement, et donc sans que j'envoie une seule lettre de motivation. Et aujourd'hui, je suis donc assistante commerciale export dans une autre maison de Champagne, plus celle où j'ai fait mon stage. Je suis à cheval sur 2 maisons. Je voyage beaucoup. Là, en un mois, j'ai fait 2 fois l'Angleterre, 2 fois la Suisse et 1 fois la Belgique. Je suis allée aux États-Unis, au Canada, je suis allée aux Pays-Bas. Donc je m'éclate vraiment dans ce que je fais. C'est vraiment un job super intéressant. Mon rôle, vraiment, ça consiste à prendre contact avec des gens du monde entier, trouver des importateurs, des futurs prospects, des prospects futurs clients pour acheter nos champagnes et pour nous distribuer sur différents pays. Là, j'ai été contactée il y a 3 semaines par une autre maison de champagne. On vient encore me chercher, j'ai la chance. Et en fait, c'est une autre maison de champagne qui a entendu me parler de moi par une ancienne collègue qui travaille là-bas maintenant, qui a quitté la maison où je travaille actuellement, qui cherchait un VIE pour les États-Unis. Et donc là, on me propose un poste à New York. Je risque de partir avant juin 2017 ou alors janvier 2018 pour 1 an et demi à Manhattan, pour directement distribuer le champagne sur la zone. Et donc là, je suis vraiment ravie parce que jamais j'aurais pensé avoir cette chance. Et donc, s'il y a 3 conseils que je dois vous donner à tous, le premier, c'est quand vous faites vos stages, évidemment, surtout ne pas lâcher l'affaire, faites vraiment bien vos choix, parce que le stage va vraiment déterminer. Quand j'étais à la fac, j'étais vraiment perdue, je savais toujours pas ce que je voulais faire, et c'est le stage qui m'a aidé à trouver ma voie. À l'export, je connaissais pas du tout, en fait. Je connaissais par les cours, ce qu'on avait appris, les incoterms, etc., mais bon, je connaissais pas plus que ça. Donc vraiment, placez bien vos choix sur le stage et donnez tout pendant vos stages, parce que les stages, même s'il n'y a pas forcément une place dans l'entreprise où vous êtes, ils vont vous ouvrir des portes, ils peuvent vous recommander, ils peuvent vous ouvrir leur réseau, et c'est très important. La deuxième chose, c'est surtout ne vous laissez jamais décourager par les gens autour de vous. Il y aura toujours des personnes toxiques, des personnes qui seront jalouses, des personnes qui voudront juste vous décourager parce qu'ils n'ont pas envie de vous encourager. Donc surtout, si vous avez une idée en tête, une intuition, suivez-la. N'écoutez que vous là-dessus. Prenez les bons conseils, mais les gens qui vous découragent, ne les écoutez pas. Et la troisième chose, là, pour ceux qui sont tous dans la salle, j'imagine que c'est forcément que vous avez tous envie de, pourquoi pas, tenter l'international. Sortez de votre zone de confort. Justement, tu en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose que je répète tous les jours à mes amis. On est là, on a deux jambes, 2 bras, on est mobile. On est des êtres humains, c'est-à-dire que nous, on a l'intelligence par rapport aux animaux de pouvoir réfléchir, de faire ce qu'on veut. Il ne faut pas rester cantonné dans nos petites villes, nos petits conforts quotidiens. La zone de confort qu'on a là maintenant, on peut l'agrandir. Ça fait peur de quitter un pays, quitter sa famille, quitter une habitude. Là, j'ai un CDI, je vais quitter mon CDI pour un VIE. Le VIE, c'est pas sûr à la sortie que j'ai un CDI ni un job à longue durée, mais je le fais parce que voilà, je sais que sur le CV, si je dis j'ai fait une expérience, j'ai tenté de le faire, ça va être reconnu. Donc sortez de vos zones de confort, explorez tout ce que vous avez exploré, ça vous permettra d'apprendre beaucoup sur vous-même. Et dans la vie, ce qu'il faut avant tout, c'est se trouver soi-même, et pour être heureux, c'est ça en fait, c'est faire ce qu'on veut dans la vie. Donc bon courage. Merci beaucoup Camille. Alors juste Camille, la chance n'a rien à voir avec ça. L'idée qu'on vienne vous chercher, vous n'avez pas fait de lettre de motivation, c'est pas la chance.
c'est vous, c'est votre parcours, c'est la cohérence de votre parcours, c'est le travail que vous donnez. Et quand une entreprise externe vient vous chercher, c'est qu'elle a entendu parler de vous, elle a entendu parler de vos compétences. Donc la chance n'a absolument rien à voir avec ça. Parcours très intéressant et passionnant. J'ai envie de dire juste une seule chose, moi, aux étudiants qui sont là, et je répète tous les jours dans mes cours. D'abord, ce qui va vous porter, c'est la passion, la construction du projet. On ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire, c'est normal, on est jeune, on ne sait pas toujours. On est dans des filières, alors LCE ou lettres, qui parfois ne vous ouvrent pas, vous ne vous ouvrez pas suffisamment au monde professionnel. Alors LCE, c'est une belle filière pour ça, parce que justement, on rentre dans des matières un peu plus professionnalisantes et vous rencontrez des enseignants qui vous donnent envie d'aller sur tel ou tel secteur. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que le stage de fin d'année, et c'est ce qui est le cas pour Camille, je le dis assez souvent, quand le stage de fin d'études est déterminant sur votre parcours suivant. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas changer. Vous savez que vous êtes des générations, vous allez changer une dizaine de fois de métier, soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur, à travers des expériences d'entrepreneuriat. Vous aurez l'occasion de changer une dizaine de fois. Donc, ce n'est pas le choix que vous ferez n'est pas définitif. Par contre, pour rentrer dans le monde du travail, si vous avez déjà dans quel univers vous avez envie de travailler, dans quel secteur vous avez envie de travailler, ayez cette exigence de rechercher votre stage de fin d'études en lien avec votre projet professionnel, quand il y en a un. Et c'est le cas pour Camille, et ce n'est pas un hasard. C'est que j'ai envie de travailler dans le Champagne, j'ai envie de travailler à l'international, je fais ce choix. C'est plus sélectif que de chercher un stage ou de chercher un travail, mais en ayant un choix sélectif, vous optimisez vos chances de trouver un stage et de trouver un emploi en lien avec votre projet professionnel. On a un très beau parcours avec Camille. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans, je suis de Lyon et comme tous les intervenants ici, j'ai la fièvre du voyage. Mon parcours universitaire a été un petit peu saccadé. J'ai commencé par l'IUT-GEA à Lyon 1, où j'ai fait de la gestion. Et en troisième année, on m'a proposé de partir à l'international. J'ai tout de suite dit oui et j'ai voulu partir le plus loin possible. Donc je suis allé en Australie pendant 1 an. C'était vraiment une expérience de folie, un peu l'année de ma vie. Pour l'instant, ça m'a permis de me révéler, ça m'a permis de me découvrir, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres regards, à voir de nouvelles perspectives, à comprendre un petit peu ce qui se passait dans ma tête et dans le monde. Enfin voilà, ça a vraiment été une expérience très enrichissante à tout plein de points de vue et de niveaux. Et je suis rentré avec l'envie de repartir le plus vite possible. J'ai finalement décidé d'arrêter mes études pendant 1 an et de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire travailler dans la restauration à Lyon, jusqu'au moment où j'en ai eu assez de travailler beaucoup. J'ai eu la chance d'intégrer l'IAE après 1 an, en parcours international, donc un management international, parcours en anglais. C'est principalement grâce à mon expérience en Australie que j'ai pu intégrer ce master et voilà, faire 1 an de master pour pouvoir après repartir avec l'IAE. Et là, je suis parti au Mexique puisque j'avais vraiment envie d'apprendre l'espagnol et de me révéler aussi dans cette langue. Il faut savoir qu'on apprend une nouvelle langue, on se révèle d'une certaine manière en anglais et on se révèle d'une autre manière en espagnol. Aujourd'hui, je préfère parler espagnol qu'anglais. C'est un choix qui est... je sais pas, c'est un peu plus vivant de parler espagnol. Mais cette expérience au Mexique a été aussi tout à fait incroyable. M'a permis de découvrir tout un mode de vie, un mode de pensée, des façons de faire qui sont totalement inconcevables avec ce qu'on vit ici en France ou même ce que j'ai pu vivre en Australie. Et donc pendant cette année, j'ai eu aussi l'opportunité de faire un parcours individualisé. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu en fait, parce que j'ai toujours fait des études de commerce international, et là j'ai vraiment eu la possibilité de m'ouvrir sur tout un tas de disciplines que finalement j'avais jamais eu l'occasion de me pencher. J'ai fait beaucoup de relations internationales et de géopolitique,
Et donc ça m'a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement du monde d'aujourd'hui d'une autre manière, et voilà, d'avoir une ouverture sur le monde assez importante. Et donc moi, mon parcours universitaire se résume à une seule chose, c'était le pari des langues. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, je ne savais pas du tout où je voulais travailler, pourquoi je voulais travailler. Le voyage, ça m'a permis quand même de développer une certaine curiosité pour tout un tas de choses, des choses futiles, des choses importantes, des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui me font m'évader, qui me font marrer. Et donc, ça m'a... Je me suis perdu là. Donc voilà, mon parcours universitaire, il se traduit au pari des langues, et mon but, c'était de trouver un boulot qui me permette d'avoir une connexion quotidienne avec le monde. Et donc les retours de voyage, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il faut se remettre dans un certain mode de pensée, un certain moule, retrouver un peu les travers de société, peut-être les travers familiaux, retisser des liens avec des gens. Et j'ai trouvé un boulot de manière un peu incongrue, et c'est vraiment aussi ça qui résume un peu toutes mes expériences à l'international, c'est toutes les opportunités insoupçonnées qui peuvent nous tomber dessus en fait, quand on est hors d'un cadre, quand on est perdu dans la nature, ou qu'on rencontre des gens, il n'y a plus de barrières, on est français mais on est à l'international, on n'a plus de barrières psychologiques, les choses se font comme ça, alors non, il faut faire comme ci, il faut être poli, il faut être courtois, non, je peux pas aller parler à cette personne. Quand on voyage, il n'y a plus de barrières. Enfin, c'est vraiment comme ça que moi je l'ai ressenti. Il n'y a plus de barrières, on se sent puissant, on peut aller parler à tout le monde, il n'y a plus d'enjeu, on ne se sent pas jugé comme on peut l'être dans notre cocon familial ou à plus grande échelle français. Et j'ai rencontré énormément de personnes à l'étranger avec qui j'aurais pu travailler, qui m'ont proposé des opportunités. J'ai décroché des entretiens dans des contextes un petit peu particuliers, toujours dans la restauration. Et ça m'a quand même, beaucoup apporté. Au moins je fais rire, c'est important. Et donc voilà, je travaillais à Lyon, je faisais des burgers dans un bar que sûrement tout le monde connaît ici, le 42, parce que j'avais besoin de gagner 2-3 sous. Et donc là, il y a un gars qui arrive en cuisine, on commence à discuter, il me raconte sa vie, donc je lui raconte la mienne, sans vraiment de voilà, un échange, juste s'intéresser à l'autre, partager sur ce qu'on a envie de partager. Et puis à la fin, voilà, j'explique quand même un petit peu ce que j'ai envie de faire, que j'ai pas envie de travailler dans la restauration toute ma vie, que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, que je n'ai plus envie de faire. J'ai envie de faire du commerce international, être basé à Lyon, mais beaucoup voyager. Et cette personne-là me dit « Ah, ben c'est marrant, moi je cherche un profil comme toi. C'est pas moi qui m'occupe de recrutement, moi je pars au Canada m'installer, donc il y a ma position qui se libère, donc envoie-moi un mail et puis je le ferai passer à mon frère. » Donc je tombe dans une boîte familiale qui travaille dans le cinéma, fabricant de panneaux lumineux LED pour éclairer les scènes de tournage dans tout ce qui est film, documentaire, télé, série, tout ce qui est audiovisuel. Et donc voilà, je décroche un entretien, puis un deuxième, puis un troisième, et puis ça y est, je suis en route, ça fait 7 mois maintenant. Je m'occupe de tout ce qui est Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc c'est quand même une zone qui peut faire peur. je me perds un peu, mais c'est génial. C'est génial. Et je continue à voyager. Et ma plus grande satisfaction que j'ai, c'est de vraiment... tous les jours, je pratique mon anglais, je pratique mon espagnol et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer en 3 langues, de pouvoir découvrir et embrasser de nouvelles cultures, comprendre un petit peu ce qui se passe dans d'autres sociétés. Et de voyager en pouvant parler mes langues, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et on parle souvent de voyager en tant que tourisme, c'est bien, mais voyager en tant que tourisme et en pouvant partager la langue du pays dans lequel on voyage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on vit énormément de choses qui sont intenses et qui bouleversent. Donc mon conseil, c'est vraiment de partir sans réfléchir, de repousser ses limites, de sortir sa zone de confort. C'est ça la vie finalement, c'est
c'est d'en découvrir une autre et d'en construire. Si on reste dans sa zone de confort, on n'évolue pas. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Et donc, de se laisser porter et vraiment de se laisser aller avec toutes les opportunités qui peuvent nous tomber dessus et qui sont insoupçonnées. Dans toutes les personnes qu'on rencontre, il y a des choses qui nous permettent de nous inspirer et d'aller plus loin. Donc partez et revenez, parce que je suis toujours revenu, mais partez. Merci beaucoup. Une belle expérience aussi. Moi, je retiens l'audace dans les 2 dernières interventions, même celle d'avant. L'audace, donc si vous avez envie de partir, la culture internationale, la dimension internationale, je pense que là, déjà avec les premiers témoignages, vous voyez tout l'apport que ça peut avoir à titre tant professionnel que personnel, parce que moi, je réalise quand même que tous ceux qui sont là, ils ont d'abord des ambitions personnelles et des choix, ce sont des choix personnels. L'envie de voyager, de rencontrer d'autres cultures, d'être confronté à d'autres habitudes. C'est ça, en fait, votre motivation. À tous. Merci beaucoup. Alors bonjour, donc moi je suis Laetitia Belot, je travaille ici à Lyon 3, je suis un petit peu la doyenne là, des intervenants, j'ai 36 ans, je vais essayer de me souvenir du mieux que je peux. Donc je travaille en fait aux relations internationales et je gère justement les échanges étudiants avec l'Amérique du Nord. Voilà, et ce depuis 2008. Donc avant tout ça, je suis partie, la première fois que je suis partie dans un pays, enfin on va dire hors Europe, voilà, c'était en Chine, c'était en 1997, parce que je faisais du chinois au lycée. Et voilà, ce voyage de juste 10 jours m'a vraiment révéler quelque chose. Et donc, j'ai continué à Lyon 3. Donc, en LEA, je suis titulaire d'une maîtrise. Ça s'appelait encore une maîtrise à l'époque. Donc, la première année de maîtrise, LEA anglais-chinois à Lyon 3. Et j'ai fait ensuite un DESS qui s'appelle aujourd'hui un Master 2. Pas à Lyon 3, mais à l'Université Lille 1, donc en études économiques et sociales pour l'Asie orientale. Et à l'issue des 6 mois de cours, il y avait un stage obligatoire. Donc, je suis retournée en Chine, à Pékin, pendant 6 mois pour un stage. Donc dans ce qu'on appelle un think tank. Donc c'est un organisme un peu politique qui organise des conférences sur des thèmes géopolitiques, des questions de diplomatie, etc. Donc ce n'était pas facile, parce qu'à l'époque en Chine, on ne savait pas trop ce que c'était qu'un stagiaire. Donc voilà, on me mettait en salle de réunion, on m'apportait du thé et des brochures. Donc ça n'a pas été évident. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir quelques missions. J'ai appris après que l'entreprise m'avait prise un petit peu pour faire plaisir à mon enseignante de géopolitique. Mais bon, peu importe, j'étais là-bas. À l'issue de ça, je suis rentrée à Lyon. Et j'ai cherché pendant pas mal de temps un emploi, un moyen de repartir à l'étranger et si possible en Chine. Et donc après plusieurs mois de recherche sur CiviWeb, donc le site des VIE, j'ai finalement décroché un entretien pour un VIE en Chine. Donc chez PSA, enfin plus exactement DPCA, donc Dongfeng Peugeot Citroën Automobile. Donc une co-entreprise, une joint venture entre Dongfeng Motor Corporation et PSA à Wuhan, qui est un petit peu le berceau de l'automobile en Chine. J'y étais pour faire des ressources humaines. Je gérais plus exactement les 280 expatriés qui travaillaient sur place et qui étaient logés dans une base vie. Donc je participais, j'étais l'interface avec le siège à Poissy en région parisienne. J'accueillais les expatriés, j'étais leur relais vis-à-vis des administrations chinoises pour tout ce qui était question d'assurance maladie, de différents contrats, pour leurs problèmes d'habitation, pour tout ce qui était différence en fait culturelle avec la Chine, parce que c'était des gens pas forcément qui partaient en Chine pour leurs compétences professionnelles, mais qui n'avaient pas forcément une connaissance de la culture chinoise, qui ne parlaient pas la langue, etc. Donc moi j'ai été prise de par le fait que j'étais française et que je parlais, que je connaissais la Chine. Donc je suis partie pendant 18 mois. Et à l'issue de ce VIE, j'ai été chassée sur Monster par encore un équipementier automobile basé à Paris, donc qui s'appelle Magna Steyr.
toujours dans le même domaine, donc pour établir leur politique de mobilité internationale, ce qui commençait à grandir. Surtout en Europe. Je ne suis pas restée longtemps parce que le poste était basé à Paris. Moi, je voulais retourner plutôt sur Lyon après 1 an et demi loin de mes proches. Et puis ça ne me convenait pas parce que ce n'était pas assez terrain. C'était vraiment en amont construire toute leur politique de mobilité internationale. Alors que chez PSA, DPCA, c'était du terrain directement, voilà, du contact avec les administrations chinoises, avec les interprètes chinois, avec les Français. Et moi, je voulais du terrain, du concret, du relationnel à nouveau. Donc j'ai arrêté et quelques mois après ça, donc j'ai envoyé beaucoup de candidatures. Je voulais rester dans l'international. Je me suis dit pourquoi pas les relations internationales au niveau d'une école, d'université. Donc j'ai écrit partout à Lyon. Les 3 universités lyonnaises, toutes les grandes écoles, l'INSA, l'IDRAC, l'ENS, etc., etc. Et donc c'est Lyon 3, mon université d'origine, qui a été la seule à me rappeler quelques temps après, 4 ou 5 mois après. Donc comme quoi il faut être patient, effectivement persévérer, ne pas hésiter à rappeler. Moi, ça m'a beaucoup servi pour mes stages et mes différentes expériences. Et donc, on m'a proposé, moi j'espérais plutôt un poste en rapport avec l'Asie, avec la Chine. Il était déjà pris, donc on m'a proposé voilà, de m'occuper, donc d'être chargée de coopération internationale pour les États-Unis et le Canada. Je gère aussi l'Afrique du Sud. Je me suis dit pourquoi pas, ça changera. Et voilà, j'y suis depuis 2008, ça me plaît énormément. Je continue à voyager, je pars à peu près 1 fois par an au Canada ou plutôt aux États-Unis pour des missions, pour voir nos universités partenaires, pour rencontrer d'éventuels nouveaux partenaires, puisque ce sont des pays qui sont très très demandés, voilà, des pays anglophones. Il y a un salon auquel Lyon 3 participe chaque année, qui est aux US au mois de mai. Donc j'ai à peu près la chance de partir au moins 1 fois par an grâce aux relations internationales et ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, donc moi je m'appelle Audrey Anzil, j'ai 27 ans. Après, donc pour mon petit parcours, après le bac L que j'avais obtenu, j'ai fait une première année d'anglais infocom à Lyon 2 parce que je voulais apprendre le norvégien, qui n'était pas disponible à Lyon 3. Donc j'ai fait 1 an là-bas. J'hésitais entre devenir prof d'anglais, partir dans le journalisme, tout ça. Donc bon, après j'ai fait 1 an de journalisme, donc j'ai refait une première année. Dans une école privée. Ça s'est pas super bien passé et pendant cette année-là, en fait, j'ai réalisé que le cours qui me plaisait presque le plus, c'était le cours d'anglais. J'ai aussi rencontré celui qui est devenu depuis mon compagnon, qui est donc britannique. Et j'ai recommencé l'année d'après, une première année LLCE anglais à Lyon 3. Donc j'ai commencé mon parcours LLCE anglais ici. Je suis partie en 3e année dans l'université partenaire de Colchester, donc la University of Essex. Je suis partie là-bas faire l'année Erasmus. J'ai eu un gros choc culturel, même si je pensais connaître l'Angleterre, la culture britannique, du fait de mon compagnon, de sa famille, tout ça. On avait fait des voyages, des Noëls là-bas, enfin voilà, des choses. Mais y vivre au jour le jour, ça a quand même été différent. C'était très sympathique, mais ça a été quand même aussi un peu difficile. J'étais pas logée sur le campus, puisque comme j'étais avec mon compagnon, c'était pas le top. Donc du coup, on avait pris un appart en ville. Là-bas, l'université d'Essex, c'est une université qui à la moitié, c'est des étudiants étrangers. Donc je faisais partie de la communauté internationale là-bas. C'est vrai que du coup, en plus, j'étais pas sur le campus, donc c'était pas forcément facile des fois de s'intégrer, mais on y arrive bien. C'est pour ça aussi qu'on rejoint vite des associations, des clubs de sport. J'ai rejoint l'équipe de rugby, parce que je me suis dit ça va me mettre dans le truc anglais. Je me suis cassé le nez au bout de quelques mois, donc j'ai arrêté. J'ai fait donc de l'escrime, j'ai fait partie de l'équipe féminine qui faisait des compétitions interuniversités, donc ça c'était génial.
Du coup, on partait en bus faire les compètes contre le UCL à Londres, contre l'université de Brighton, voilà, contre d'autres universités, ça c'était chouette. Après, ouais, c'est vrai que l'Angleterre, je pense à des anecdotes, mais le coup, par exemple, différences culturelles, le coup le plombier qui vient, ben, on lui fait du thé, quoi. Parce que les Anglais, ils boivent du thé tout sans arrêt. Donc ça, c'est bien réel. Et j'essaye de réfléchir. Vous êtes resté combien de temps en Angleterre? Je suis restée donc 1 an pour faire mon année Erasmus. Et ensuite, je suis restée là-bas pour faire mon master, en fait. J'ai fait 1 an de master donc, en traduction, interprétariat, sous-titrage. Ah oui, parce que pendant mon année du coup, à l'étranger, l'équivalent de mon cours de traduction là-bas, c'était un module qui permettait d'avoir 3 heures par semaine, 1 heure de traduction, 1 heure d'interprétariat et 1 heure de sous-titrage. Et en fait, ça a été une révélation pour moi, le sous-titrage, quoi. Donc là, clairement, je veux dire, si j'étais pas partie dans cette université-là, j'aurais jamais découvert peut-être le sous-titrage. Et maintenant, c'est mon métier. Donc c'est vrai que la moindre opportunité est bonne à prendre. Donc ils ouvraient à la fin de l'année de mon année Erasmus, ils ouvraient ce module, disons, en format master. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai donc fait partie de la première fournée, en fait, de ce master. Donc je faisais du sous-titrage, de la traduction et de l'interprétariat français-anglais. Je me suis donc bien spécialisée dans ces 2 langues parce que c'est vrai que mon autre langue, sinon c'était l'italien, mais j'en ai pas fait là-bas. Et bon, c'est une langue dans laquelle je suis moins à l'aise, donc je l'ai un peu mis de côté. Et pendant cette année de master, j'ai également fait par correspondance un DU de français langue étrangère, donc avec le CNED et l'Université de Grenoble, parce que je voulais aussi à un moment donné, j'hésitais encore en fait entre l'enseignement et vraiment la traduction. Et donc je me suis dit que ça me ferait un bagage. J'avais pour projet de rester encore 1 an de plus pour faire assistante de français dans une école. Mais bon, c'est un peu... ça a capoté, quoi. C'est tombé à l'eau, mais c'est pas grave. J'ai fait assistante, du coup, la même année que mon master, assistante de français à l'université de Essex. Donc j'intervenais parfois dans des cours l'équivalent LLCE français là-bas, en fait. Donc langue moderne. J'avais quelques cours, je faisais des cours de conversation surtout, donc je faisais parler les étudiants en gros qui eux voulaient partir l'année d'après en France, par exemple. J'avais aussi un cours de débutants, d'adultes débutants qui était ça, c'était un programme de langue parallèle que tous les étudiants et le personnel de l'université là-bas pouvait prendre. Ça s'appelait Languages for All, donc langue pour tous. Et donc j'avais des anglais débutants, grands débutants ou faux débutants. Donc il y avait un monsieur d'une 60aine d'années qui était tout content de pouvoir du coup refaire un peu de français. Et donc ça c'était bien sympa aussi. Et après l'année de master. Quand vous êtes revenu, vous parliez donc couramment anglais? Oui, du coup. Donc, aujourd'hui, votre métier, c'est la traduction. Voilà, maintenant, moi, j'ai pas fait de stage, par contre, à la fin de mon master. C'est ce que j'allais venir, c'est parce que, c'est, je pense, ce qui m'a peut-être un peu manqué aussi quand, du coup, je suis revenue, puisque mon master s'est terminé. Mon compagnon a voulu revenir en France, donc on est revenu en France. Moi, j'avais, du coup, aucune piste, puisqu'en plus, pas de stage. Donc j'ai pendant quelques mois j'ai écumé les sites, j'ai fait mon profil, bien optimisé mon profil LinkedIn par exemple, cherché donc sur différents sites et j'ai essayé de contacter des agences de traduction. Donc je voulais vraiment m'orienter moi sur le sous-titrage et la traduction. Mon mémoire ça portait sur le sous-titrage, fiction et documentaire. Et donc, ça aussi, c'est pas évident non plus, le sous-titrage, puisque le monde du cinéma est quand même relativement difficile faut se faire sa place, quoi. Et donc, quand j'ai contacté les agences, soit j'avais pas de réponse, soit on me disait, vous n'avez pas fait de stage, donc en profil similaire,
en situation similaire, donc dans des agences. Donc j'ai dit qu'à cela ne tienne, je me suis mise auto-entrepreneur et j'ai dit je vais être indépendante. Et puis comme ça me permettra de faire un peu ce qui vient. Donc je suis donc désormais indépendante depuis maintenant, ça va faire 3 ans le 1er janvier. Ça fait 3 ans que là je suis revenue en France. Ça fera 3 ans que je suis indépendante. Et donc je fais de la traduction, du sous-titrage, principalement sur les malentendants parce que c'est ce que j'ai trouvé, mais je suis tout à fait capable de faire avec la traduction pour des films, des choses comme ça. Je fais également, je donne des cours d'anglais particuliers. Là, tout récemment, j'ai commencé à faire des vacations à Lyon 3, un cours en labo de langue, en interprétariat consécutif. Normalement, je devrais être responsable d'autres vacations, normalement 1 ou 2 minimum, le semestre prochain, à Lyon 3 toujours. Et donc là, c'est donc l'enseignement, le sous-titrage, la traduction. Enfin, je fais toujours un peu tout à côté. Et moi, j'ai vraiment, je changerais ma place pour rien en fait, pour rien au monde, parce que je fais. Faut quand même bien sûr qu'il y ait des clients et des projets, mais je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et comme ça, je peux revoyager, je peux travailler. Quand on va en Angleterre, je peux travailler de là-bas. Alors c'est un parcours intéressant parce qu'en lettres, on me demande souvent, à part l'entrepreneuriat, la traduction, qu'est-ce que je peux faire ? Et quand on est passionné d'une langue, quand on est passionné de l'anglais ou peu importe la langue, c'est vrai que le métier, l'environnement, ce métier, il est compliqué à faire en France. Sauf si vous avez de l'audace et que vous voulez et que vous vous mettez en auto-entrepreneuriat. Donc c'est une belle expérience parce que 3 ans, ça veut dire que vous en vivez. Du coup, ça va. Donc, quand on est encore là au bout de quelques années, c'est qu'on en vit. Non, et on vit aussi de sa passion. Donc on peut faire de la traduction, le cinéma. C'est vrai que c'est assez fermé. Une fois que vous êtes rentré, après, il n'y a pas de problème. Donc il y a une dimension de liberté parce que vous faites ce que vous voulez. C'est ça, ouais. J'ai vraiment, en fait, si je fais toujours la même chose, je m'ennuie. Voilà. Du coup, ça permet de varier. Ça me permet de, quand parce que le sous-titrage, c'est quand même, alors ça fait rêver. On regarde des films, on regarde, d'accord. Mais c'est quand même très fatigant aussi parce que c'est du coup très technique en fait, plus que vraiment la folie parce qu'on regarde des films. Et du coup, c'est vrai que quand j'en ai fait pendant 15 jours, 3 semaines, au bout d'un moment, ça fait quand même lourd. Donc, hop, je rebascule sur de la traduction. Par exemple, je recherche... Après, la partie difficile, c'est chercher ses prospects. Après, il faut aller chercher ses clients. Voilà, il faut quand même chercher ses clients. Mais bon, après, j'ai eu la chance, pendant 1 an et demi, de travailler avec une entreprise, peut-être que vous connaîtrez, ça s'appelle Hootsuite. C'est donc une entreprise canadienne. Qui est une grosse plateforme de médias, qui rassemble les médias sociaux pour notamment ceux qui travaillent dans le marketing et tout ça. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait leur QA, donc Quality Assurance. Donc tout est repassé par moi en fait. Je faisais la vérification, correction, j'adaptais à la France. Je faisais tout en fait, tout leur contenu est repassé par moi. Donc c'était une responsabilité énorme. Avant ça, je connaissais pas grand-chose au marketing sur les médias sociaux, donc j'ai appris sur le tas. Et c'est vrai qu'après, du coup, quand ça s'est terminé, parce qu'ils ont tellement grossi que c'était mieux pour eux, et je pense pour moi aussi d'un point de vue juridique, qu'ils passent par une agence si jamais il y avait des soucis, parce que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer sinon. Du coup, ils sont passés par une agence, j'ai fait le lien, et après, il a fallu que... j'avais encore les quelques projets ponctuels, mais il a fallu que je me débrouille toute seule. Donc là, ça n'a pas été évident, mais j'ai traduit. C'est là que j'ai démarché aussi. Ouais. Je voulais vraiment à tout prix traduire un livre. Et du coup, mais je crois qu'on va vous couper la parole là, parce que sinon, dans une demi-heure, on y est encore. Moi, ce que j'ai envie de retenir, je suis désolée. Donc, au départ, sur une formation à Lyon 3, une dimension internationale dans une première étape, et puis ensuite, vous êtes parti dans votre passion, l'anglais, et vous en vivez aujourd'hui sur un statut d'auto-entrepreneur, et vous avez l'air de bien vous amuser. C'est ça l'essentiel. Ça va, je fais pas mal de domaines différents. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je vous préviens déjà dès le départ, c'est un peu complexe
pour ma part. Bon, je vous préviens. Donc, je m'appelle Gilles Texier, je suis le seul du coup juriste. Donc, j'ai fait une double licence de droit sciences politiques à Lyon 3 et un master 1 en relations internationales sécurité défense. Du coup. Et passer ce cap-là, en fait, les relations internationales, c'est bien, quoi, mais bon, ça se passe déjà pas en français, mais en anglais, et ça se passe pas forcément à la fac et à la bibliothèque. Donc en gros, ma démarche, c'était un peu de... J'avais déjà ce projet à la fin de la licence, c'était un peu de sortir de la bibliothèque et aller voir un peu les relations internationales et, comme disent les Ricains, boot on the ground, quoi. Aller voir sur le terrain comment ça se passe. Du coup, moi j'aimerais bien à terme devenir turcologue et j'avais postulé donc en Master 1 aux environs de mars pour faire un stage en mission de défense à l'ambassade de France en Turquie. Donc, le lien avec la turcologie. Du coup, j'ai postulé avec un lien qui était sur le site internet du ministère de la Défense. J'avais postulé début mars. Donc mars s'est passé, je suis arrivé fin mars et pas de réponse. Je dis, quand ils sont gonflés, ils auraient pu au moins dire on a reçu votre mail. Je l'avais un peu mauvaise et j'ai pris un coup de sang, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le ministère de la Défense. Voilà. Donc je tombe sur le ministère de la Défense, vous pouvez imaginer, déjà le rectorat c'est pas mal, mais le ministère de la Défense c'est costaud. Du coup après 15 bureaux, je suis arrivé au bureau qui s'occupait des stages, ça s'appelait stage Réprémil à l'époque, maintenant c'est un stage encore particulier mission de défense. Et je suis tombé sur un second maître de la Marine nationale, Alexandre Dieu, je me rappelle bien. Et du coup on a discuté pendant 2 heures. Et il m'a raconté un peu sa vie, c'est un militaire. Et au bout de 2 heures, il m'a donné son adresse mail intradef. Et du coup, j'ai envoyé le même message que j'avais envoyé à l'époque sur l'adresse mail du site internet du ministère de la Défense, où j'avais appris entre-temps d'ailleurs que le site du ministère de la Défense n'était pas à jour. Donc forcément, je ne pouvais pas recevoir de réponse. Du coup, j'ai envoyé un mail pour un stage en mission de défense à l'ambassade de France, du coup, en Turquie. Donc après 1 semaine, pas de réponse, je relance, j'ai contacté la mission de défense à Ankara, on attend, ok. Une 2e semaine, ils ont dit non. Par contre, ils cherchent quelqu'un en urgence à Doha. Donc Doha, c'est la capitale du Qatar. Du coup, ils me demandent est-ce que je peux faire suivre votre dossier. Je dis oui, allez-y, pas de problème et tout. Du coup, il fait suivre mon dossier et le lendemain, la mission de défense du Qatar qui m'appelle oui, on a besoin de vous. D'accord. Pour quand dans 1 mois. Ah, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je devrais faire un peu tout. Il décrit, ça allait tant du rapport suivi de la presse, gestion d'escale de bâtiments de guerre de la Marine nationale, gestion d'aéronefs, gestion des liaisons avec la plus grosse base américaine du Moyen-Orient, ce genre de choses. Bon, après, moi qui sortais d'un Master 1, c'était pas évident pour le coup. Du coup, mars, ça m'a amené à peu près avril-mai, et du coup, mai, j'étais sûr que je partais au Qatar pour le 7 juillet. Donc, vous imaginez 1 mois pour faire un passeport, un visa business, j'avais des partiels à finir, un mémoire de recherche à finir, déménager, plus d'autres choses. Ça faisait pas mal. Du coup, je suis arrivé le 7 juillet au Qatar et j'étais fatigué. Mais je suis bien dormi. Du coup, je suis arrivé au Qatar alors que je voulais me retrouver en Turquie. Bon, c'est pas grave. J'avais 24 ans à l'époque. C'est pas grave, je le prends, il n'y a pas de problème. Du coup, je suis arrivé au Qatar un 7 juillet. Déjà, vous avez passé le sas de l'aéroport. Ah, il fait un petit peu plus chaud. On va passer, je ne sais pas combien il faisait en France, mais là-bas, avec l'humidité, ça tournait autour de 55-57 degrés. Bon, c'est pas pareil. Du coup, en gros, je vais vous exposer un peu l'année, parce que du coup, j'ai fait une année de césure, moi, pour le coup. Je vais vous exposer, j'ai un peu fait un voyage au Moyen-Orient. Je voulais faire ça pour certaines choses, à savoir avoir une capacité opérationnelle, si on peut dire, une acuité professionnalisante, pour sortir un peu, pour faire que du droit pour faire du droit. Moi, j'étais plus dans la science politique, relations internationales, faire des relations internationales et la géopolitique d'une autre manière. Du coup, en gros, je suis resté 7 mois en stage au Qatar à la mission de défense de l'ambassade de France. J'étais en charge d'un certain nombre de dossiers, mais je reviendrai après ça. Donc je suis resté 7 mois parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il s'est passé certaines choses en novembre en France qui ont fait qu'au Qatar, on était un peu en première ligne pour des barbus qui étaient plus au nord du Golfe. Après, du coup, il fallait bien que ça s'arrête et je devais me rendre en Turquie parce qu'entre-temps, j'ai réussi à dégoter un stage en think tank. Donc un think tank, ce qu'a dit ma collègue juste avant, c'est une sorte de laboratoire de recherche qui travaille sur certaines questions de société. Donc du coup, j'avais pas envie de prendre l'avion. Parce que vous savez, quand vous prenez l'avion, il y a 2 stades. Physiquement, vous voyagez, mais mentalement, moi, je ne sais pas, il me faut un peu de temps. Il m'a fallu 2 semaines pour le Qatar, par exemple, pour me dire « Ah oui, je suis quand même en Arabie. » D'accord. Du coup, je ne pouvais pas passer par la Syrie, c'était un peu compliqué.
L'Irak aussi, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai traversé l'Iran tout seul pendant 2 mois, en sac à dos. Du coup, j'ai traversé l'Iran pendant 2 mois. Là, c'était vraiment personnel, mais c'était assez fabuleux pour le coup. Et je me suis rarement senti aussi libre dans ma vie, et c'était waouh. Rencontrer des gens qui ont rien, rencontrer des gens qui se lèvent tous les matins juste pour avoir quelque chose à manger, pas pour payer un loyer, pas pour payer des factures, juste pour avoir quelque chose à manger, et des gens qui n'ont rien et qui offrent tout. Bon. Voir des gens qui sont réfugiés de guerre, ce genre de choses, ça marque, ça m'a toujours marqué pour le coup. Du coup, j'ai traversé l'Iran dans le solitaire pendant 2 mois. Je voulais rejoindre la Turquie, mais à la même période, on va dire que le président Erdogan avait dit on va taper sur les Kurdes. Du coup, j'ai évité un peu l'est de la Turquie. Je suis passé au travers de l'Arménie, la Géorgie, pour rejoindre la Turquie par le nord. Après, j'ai tracé du coup sur Istanbul parce que je devais rejoindre un monastère grec-orthodoxe dans lequel j'ai travaillé sur des très anciens manuscrits. Je voulais savoir en travaillant sur la turcologie et les Turcs, je voulais un peu m'intéresser à l'Empire byzantin. Du coup, je me suis retrouvé au patriarcat œcuménique de Constantinople, à Istanbul. Et j'ai travaillé dans une très vieille bibliothèque où il y avait notamment des ouvrages qui dataient de l'Empire byzantin, écrits en grec. Je déchiffrais un peu, mais il y avait beaucoup d'ouvrages en français et en anglais qui dataient du 18e, d'époque, notamment Lamartine d'époque. Ah oui, c'est d'époque, ah oui. Enfin, mais c'était assez passionnant, et je suis resté 1 mois et demi dans une île au large d'Istanbul. Et enfin, je dormais dans un vieux dortoir, j'étais nourri et logé, et quand j'ouvrais la fenêtre, je voyais le soleil et le Bosphore. Il y a pire, il y a pire. Moi, j'ai juste une pensée pour vos parents. Hein. Oui. Mais je vous ai pas tout dit encore. Et du coup, je suis resté 1 mois et demi là-bas. Je suis revenu ensuite à Ankara, où j'ai fait un stage du coup dans un laboratoire de recherche qui était le 2e think tank de Turquie, où j'ai travaillé du coup sur la crise syrienne, les Kurdes, la question de l'Irak, un certain nombre du coup de problèmes d'actualité, l'intervention internationale en Irak, en Syrie, qu'est-ce qui se passait avec Daesh. Donc c'était aussi très intéressant, mais du coup c'était un peu moins opérationnel que ce que je faisais au Qatar. Du coup après, ce qui était assez rigolo, je suis arrivé au Qatar avec le début du Ramadan, je suis parti de Turquie avec le début du Ramadan. Du coup en année musulmane, voilà. Je suis rentré en France 2 semaines, pas trop longtemps quand même. Et du coup, je ne trouvais pas de travail en France pour l'été parce qu'il fallait remettre un peu les comptes à flot. Et mon permis de travail était encore valable au Qatar. J'ai écrit un mail à l'ambassadeur de France au Qatar. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que vous cherchez quelqu'un au visa? Oh oui, on cherche du monde. Ok, je suis reparti. Et du coup, je suis reparti 2 mois, juillet, août, et je suis rentré en France début septembre. Du coup, l'année dernière, j'ai passé 2 semaines en France sur la totalité et je n'ai vu aucune tête connue pendant 1 an. Parce que c'est bien de se présenter, rencontrer de nouveaux gens tous les jours, mais des fois, on peut apprécier de voir des gens connus et qui nous connaissent. C'est pas désagréable. Du coup, pour revenir plus sur mon expérience au Qatar, à l'ambassade de France, que je pense que du coup c'est un peu la chose centrale. En gros, qu'est-ce que je faisais là-bas? Du coup, j'étais le stagiaire de la mission de défense. On était 2. Il y avait un attaché de défense et un assistant de l'attaché de défense, plus la secrétaire. Et du coup, moi, j'étais en charge surtout de la veille stratégico-opérationnelle, on va dire. Qu'est-ce qui se passait dans le Golfe? Qu'est-ce qui se passait au Moyen-Orient? Et il se passe beaucoup de choses, pour le coup. Du coup, c'était assez intense comme travail. Donc, je travaillais sur de la presse anglaise. Je défrichais un peu, décryptais un peu l'arabe, mais bon, c'est encore compliqué, pour le coup. Et je faisais des rapports pour l'état-major, pour différents services spécialisés, pour le coup. Je gérais, là vous voyez, 1 an jour pour jour, l'année dernière, je gérais de A à Z une escale de bâtiments de guerre, une frégate anti-aérienne de la Marine nationale. Donc ça allait du fuel aux vivres, aux loisirs des marins, organiser un match de rugby, ramener un marin qui s'était pris une caisse au bar, enfin ce genre de choses. Voilà. Mais c'était très professionnalisant. Gérer les relations avec la base américaine aussi, accueillir des officiels américains, gérer un 14 juillet au Ritz-Carlton, c'est pas anodin non plus. Certain nombre de choses. J'étais content, là j'ai mis une cravate, mais j'étais pas obligé de mettre une cravate parce que vous imaginez une cravate avec 55 degrés, ça fait un peu chaud. Mais il y avait des très bons côtés. Moi j'ai pris le temps du coup de lire Laurence d'Arabie et du coup si je peux vous donner un conseil, moi j'ai rien dit, c'est écrit dans c'est le pilier de la sagesse. En gros, dans la vie il y a deux sortes de personnes. Il y a les gens qui rêvent avec les yeux fermés. Ça, c'est le commun des mortels. Et puis, vous avez les gens qui rêvent avec les yeux ouverts. Et eux, c'est les personnes dangereuses. Du coup, si je peux vous donner un conseil, rêvez avec les yeux ouverts. Si vous avez un choix à faire, choisissez ce qui vous plaît. Épanouissez-vous.
allez jusqu'au bout de vos projets et arrivez pas à 40 ans, marié, avec des enfants, un crédit, enfin un labrador peut-être, je sais pas, et vous dire ah tiens j'aurais pu faire ça. Et pourquoi tu l'as pas fait? Et moi je suis rentré du coup du Qatar et je voyais mon père dans le journal, ah ça a l'air sympa les États-Unis, mais tu mettras jamais les pieds. Voilà, donc je n'ai pas. J'ai beaucoup lu, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup les films, et je voulais les voir sur place. Et maintenant, je me suis dit, je l'ai fait. Et ce que je dis régulièrement, j'ai pas pleuré pendant 1 an. Mais quand j'ai posé mes fesses dans l'avion pour rentrer, je sais pas ce qui s'est passé. Là, mais je sais pas, c'était de la joie, c'était de la tristesse, je sais absolument pas. Mais j'ai dit, ah, j'ai fait ça. J'ai traversé le Moyen-Orient, du Golfe Persique, sur les traces d'Alexandre le Grand, les traces de Marco Polo, et je suis arrivé jusqu'au détroit du Bosphore. Et du coup, j'étais j'ai fait ça. Et en rentrant en France, je sais pas, plein de choses. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé. En France, on parle français. D'ailleurs, ça m'a assez choqué quand je suis rentré. J'ai dit, ah oui, on parle français en France. Ah oui, ça m'a pas manqué pour le coup. Et il pleut beaucoup en France aussi. Ça m'a pas manqué non plus ça. Mais c'était un voyage assez épanouissant. Sur le coup, j'ai rencontré des gens passionnants. J'ai vu des choses que je souhaite à personne de voir, mais ça permet de remettre les idées au clair. Je suis allé à la frontière turco-syrienne, j'ai vu les camps de réfugiés, j'ai vu les réfugiés de guerre, j'ai vu les enfants orphelins. Et ça remet les idées en place. Et oui, on a énormément de chance d'être en France, d'avoir la qualité de vie qu'on a, et d'avoir, je sais pas, tous les jours vous avez à manger. Personne ne meurt de faim en France. Tous les jours vous avez de la viande. Vous avez un toit, une famille, des parents, des gens qui vous aiment. Ces gens-là, ils n'ont plus rien. Du coup, quand on se dit ouais, je suis au bout de ma vie, c'est la fin de ma vie, j'en entends régulièrement, remettez-vous en cause. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Et je reprendrai, c'est Jacques Brel qui disait ça, et j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, et qui disait en gros, l'appétit c'est de la paresse. Je ne sais pas pourquoi, en gros, excusez-moi le terme, pourquoi vous ne bottez pas le cul tous les matins en vous disant je ne sais pas assez, je ne vois pas assez de choses, je ne connais pas assez de choses. Pourquoi? Comme une sorte de graisse autour du cœur et du cerveau qui dit je ferai ça plus tard, ou la procrastination, je ferai ça demain et demain et demain, et tu feras ça jamais. Et c'est quoi votre projet? Moi, en fait, j'ai pas trop envie de travailler tout de suite. C'est un projet. Oui, en soi. S'il est volontaire, ça fait partie des projets. Du coup, là, je repars en Géorgie à Noël parce que j'en ai un peu. Enfin, il faut que je m'aère un peu les esprits, sinon ça va pas le faire. Je repars pour Noël. Du coup, ma mère est très contente, mais bon, c'est pas grave. Je repars 7 jours en Géorgie, en Azerbaïdjan, pour le coup. Je retourne au Qatar cet été pour travailler. Pour le coup, il fait plus chaud. Et du coup, là, avant mes 30 ans, j'ai certains projets à monter. Je recrute d'ailleurs, notamment une traversée de l'Asie centrale, un Lyon-Pékin en vélo, sur la route de la soie. 5 personnes. Il me faudrait quelqu'un qui parle chinois, quelqu'un qui parle russe, et moi, je parlerai turc d'ici là. Ça, c'est sur le long terme, on va dire. Et moi, j'aimerais bien arriver à avoir un volontariat international, attention, accrochez-vous, en Antarctique, au sein de la mission polaire française. J'ai fait le très chaud, maintenant le très froid, mais j'aurais jamais l'occasion d'y aller, donc je dis oui, pourquoi pas. Bon, il y a plein de contraintes, mais bon, c'est des détails. On a donc devant nous quelqu'un qui aura fait le tour du monde à l'âge de 28 ans. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais remercier Margot, je ne sais pas si elle est là, pour le choix de ces profils. Parce que vous avez pu remarquer, on a des profils très riches, avec des expériences extrêmement riches, et ils nous ont tous donné envie de partir à l'international. Bon, moi, j'ai plus l'âge d'engager une carrière sur l'international. J'aimerais bien... Bon, je ne désespère pas, mais en tout cas... Oui. Bon. Je vais vous laisser la parole s'il y a des questions. Alors, par contre, on m'a dit de transporter le micro. Ah, super. J'étais un peu coincée. Bonjour à tous. Je voulais poser une question à tout le monde. En fait, moi, je suis en licence commerce international, LEA commerce international. Et du coup, mon projet professionnel, c'est de m'orienter vers l'import-export, et voilà, le commerce international. Mais à chaque fois qu'on envoie des CV et tout ça, on est un peu découragé parce que personne ne répond. Et à vous entendre, ça semble tellement facile de partir à l'étranger, mais en pratique, je ne le vois pas trop évident. Enfin, c'est quoi les conseils que vous pourrez me donner?
Déjà, c'est sûr que c'est difficile de se prendre des portes fermées parce qu'on n'a pas toujours des réponses. C'est surtout en fait d'avoir des gens qui nous ignorent. C'est encore un non. Ça peut être plus ou moins facile. On se dit bon, bah ok, d'accord, il veut pas. Mais alors quand on nous répond pas du tout, c'est encore plus frustrant. Donc c'est tout. C'est des mauvaises périodes à passer quand on recherche et que ça prend du temps. Ça peut prendre pour certains plusieurs mois. Donc faut pas lâcher. Après, justement là. T'es en licence, c'est ça que tu m'as dit ? Oui. Voilà, donc tu vas faire un master après ? Oui. D'accord, donc pour l'instant, tu as justement des opportunités avec la fac de pouvoir partir. Donc si tu as des problèmes d'échange comme ça, il faut vraiment sauter sur l'occasion parce que ça va t'ouvrir des portes grâce au réseau. Et après, si après le master, par exemple, tu recherches, il faut justement penser au VIE. C'est Business France qui gère ça. Le VIE, en fait, ça te permet de partir selon ton statut, soit 12 mois, soit 18 mois. Et grâce à ça, en fait, tu peux trouver vraiment des opportunités. Faut vraiment se renseigner au niveau de tous les organismes, parce qu'en France, nous, on a la fac, les écoles ont leur propre service, mais vraiment, il faut vraiment regarder sur Internet. Il existe plein de façons de partir. Et il faut vraiment sauter sur les occasions et creuser, jamais lâcher, même si c'est un peu dur, parfois décourageant. Faut continuer parce qu'on a la chance dans notre pays d'avoir beaucoup d'opportunités pour partir. Et je pense que si tu es motivé, tu finiras forcément par trouver quelqu'un qui te donnera ta chance. Moi, j'accompagne des étudiants depuis plus de 3 ans maintenant dans le suivi de leur mémoire. Il y a énormément d'étudiants qui ont de très bons stages à l'international. Après, il faut cibler, voilà. Cibler. Et plus vous serez large dans vos recherches, moins vous aurez de chance. Il faut savoir ce que vous voulez. Moi, si je peux te conseiller quelque chose, c'est déjà regarde les offres sur Internet pour les stages, etc. Et fais marcher ton réseau à fond. Parle-en autour de toi, tout le temps. Il y a quelqu'un qui a un stage, quelqu'un qui a fait un stage, qui connaît une entreprise, qui recherche. Et moi, c'est quasiment comme ça que j'ai trouvé à chaque fois. Te ferme aucune porte, c'est-à-dire qu'il faut avoir aucun préjugé sur n'importe quelle destination ou n'importe quelle entreprise. Bon, il faut que ça te plaise un minimum, bien sûr, mais voilà, il faut rester ouvert et ça marchera. Mais le réseau, c'est super important et c'est ça qui marche. D'autres questions ? Bonjour à tous. Voilà, c'est une question un peu particulière. J'attends pas une réponse concrète, mais plutôt vos conseils. En fait, je suis dans une situation où depuis le début de mes études, là je suis en master 1, depuis le début de mes études, je me suis spécialisée dans un pays. Et j'ai décidé de continuer mes études plus orientées vers le commerce parce que j'ai compris que faire un master qui comprenait vraiment ce pays, qui est la Corée du Sud, ça m'apporterait pas assez... Comment dire, ça allait allier et le pays et les études commerce, on va dire. Et du coup, j'aurais pas cette spécialisation commerce, ni trop spécialisée dans la Corée, parce que bon, c'est pas en étant juste en France, en étudiant, qu'on va apprendre une langue et être bilingue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je suis plus spécialisée dans la Corée de par mes études. Et en fait, il y a une interrogation depuis le début. Je me suis dit, je vais continuer dans le commerce, mais je vais faire tout mon parcours en Corée le plus possible pour pouvoir me spécialiser vraiment là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'esprit qui change et j'aimerais bien découvrir d'autres horizons, d'autres pays. Est-ce que c'est pas un risque de perdre en fait cette spécialisation dans mon pays initial, au risque d'aller voir ailleurs et de plus être en fait spécialisé dans un pays. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller voir le plus possible partout ou alors de vraiment cibler un endroit. Moi, je pense que c'est pas un risque du tout. La manière dont je le vois, c'est que tu as déjà une spécialisation assez accrue sur la Corée du Sud. Donc je ne sais pas où est-ce que tu veux t'étendre, mais dans tous les cas, tout ce que tu peux aller découvrir, t'inspirer et apprendre sur une autre région du monde, ou alors sur l'Asie autour de la Corée, je pense que c'est pertinent. Et si tu as l'opportunité de le faire, vas-y. Il n'y a pas de risque en fait. Le seul risque, c'est que tu restes cantonné à la Corée du Sud. Vas-y. Fonce. Moi, pour compléter, du coup, oui, comme disait mon collègue, spécialisé sur la zone, pour le coup. Je pense qu'en Corée du Nord, ils recrutent en ce moment en nucléaire et balistique. Je pense qu'il y a du job. Mais non, mais je pense que oui, spécialisé sur la zone. Et puis, c'est une zone qui est riche. Corée du Sud, Japon, la mer de Chine, il se passe énormément de choses. Donc, non, c'est une spécialisation à garder. Et puis, il faut toujours... après, moi, j'ai fait du droit et de la science politique, les deux... à côté, et du coup, des fois, c'était pas évident de marier les deux, mais il faut savoir en faire une force. Ça, tout va s'inscrire dans la lettre de motivation.
Et si la porte se ferme, faut prendre les deux bras et la défoncer, quoi. Excusez-moi le terme. Mais voilà, il faut n'hésiter pas à rappeler, il faut démarcher, il faut en parler, il faut nourrir son réseau, il faut l'entretenir aussi, c'est important, pour pas que ça passe pour de l'opportunisme, parce que ce ne l'est pas. Donc oui, spécialiser plus sur la zone, ça me paraît bien. Mais après, à un moment donné aussi, il faut savoir planter son drapeau quelque part. Okay. Donc on sait quand on lit ton CV, s'intéresse à la Corée du Sud, tiens, elle a travaillé sur la Corée du Sud, tiens, elle a des notions en coréen, ce qui n'est pas donné du coup à tout le monde. Et la Corée du Sud, c'est quand même assez conséquent, il se passe énormément de choses, il va se passer énormément de choses. Et moi, dans mon domaine, dans la défense, il se passe énormément de choses en Corée du Sud actuellement. Donc non, il y a énormément de choses à faire et d'opportunités en Corée du Sud. Donc garde cette piste-là et la néglige pas, au contraire. Essaye de la développer, la faire progresser avec, je sais pas, publier des articles peut-être à côté si c'est ton truc, ou mettre à niveau des sites sur de la veille, ou lire régulièrement l'actualité, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud, et je sais pas, faire une sorte de revue de presse, peut-être pas tous les jours, mais tous les mois ou hebdomadaire. Tiens, il s'est passé ça, 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 et puis CQFD, tiens, il y a une personne qui travaille là-dessus, ah c'est pas mal ce qu'elle a écrit, tiens je vais la contacter, tiens on va peut-être l'inviter. Et voilà. Mais le fait est que c'est pas que je veux négliger vraiment la Corée, c'est que je voudrais en fait aller voir ailleurs, mais j'ai peur que, enfin tout le monde le sait, même moi j'ai passé plus d'1 an en Corée. Quand on est dans un pays, on y est à fond. J'ai peur que si je pars ailleurs, j'oublie un petit peu ce que j'ai sur la Corée et qu'après je sache pas me décider en fait. Non. Vers quoi aller. Si je peux me permettre, en fait, si tu veux te spécialiser, si tu veux t'ouvrir plutôt, et garde ta spécialité, mais t'ouvrir sur d'autres pays, c'est tout à ton honneur et c'est encore mieux finalement de s'ouvrir. Et c'est à toi après, même au niveau personnel, même si tu t'ouvres à d'autres pays, même si tes études te portent vers d'autres choses, à continuer à t'intéresser toi sur le personnel, à bien suivre les actualités, à continuer à t'entraîner, à pratiquer ton coréen, à pratiquer tout ce qui est culturel. Et à justement faire en sorte que par tes activités aussi perso et pas que pro, tu puisses sur ton CV le mettre encore en valeur et dire ok, j'ai une ouverture sur l'international, mais j'ai quand même un super background sur le coréen. Okay. Donc c'est à toi vraiment tu peux t'ouvrir partout, mais garde aussi cette force. Moi, j'ai 2-3 petits mots qui peuvent être assez inspirants, c'est don't put your eggs into the same basket until you know you want to. Okay. Merci. On a répondu à vos questions ? Une autre question ? Bonjour, donc du coup moi j'ai une question un peu plus technique que Laura, c'est par rapport au parcours des VIE. Là à l'heure actuelle je suis dans le même master qu'elle, donc Master Management International en anglais. J'ai un parcours assez scolaire on va dire, et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait des VIE et qui m'ont dit qu'à la fin qu'il y avait un même parcours scolaire, très peu de stages, etc. parce qu'ils étaient partis en 3e année à l'étranger. Et qu'à l'heure actuelle, ils ont fini leur master et ils ont dans la volonté de trouver un VIE et que c'est très difficile et que généralement, ils favorisent l'expérience plus que la volonté d'aller à l'étranger. Donc pour ceux qui ont réussi à avoir un VIE, quels sont au final vos conseils pour réussir à en obtenir un ? Moi, j'ai peut-être eu un petit peu de chance, mais j'ai cherché très longtemps ce VIE pendant plus d'1 an, donc en faisant différents jobs tout en poursuivant ma recherche. Comme l'a dit le responsable des VIE, de Ubi France tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres, mais il y a encore plus de demandes. Donc c'est sûr que voilà, c'est pas facile, mais voilà, en persévérant, il y a des nouvelles offres tous les jours. Il y a des VIE très particuliers. Le mien, il était quand même très, très spécifique. J'avais pas d'expérience professionnelle non plus, quasiment. Le chinois, je le parlais pas non plus très, très bien. Mais voilà, mais vu que c'était une entreprise française, internationale, avec beaucoup d'interprètes chinois qui parlaient français ou anglais, c'était pas la langue le plus important, mais plus ma connaissance de la Chine. Et du coup, ça coïncidait parfaitement. Donc, il y a plein de VIE différents, de profils différents. Et je pense qu'en persévérant, on peut finir par trouver. Mais c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps, effectivement. En tout cas, à l'époque, ça en prenait beaucoup. Je pense que ça n'a apparemment pas changé aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à relancer, parce que quand on relance, le recruteur, dans sa pile de CV, il reprend votre CV qui est au fond de la pile pour la remettre au-dessus. Et ça peut jouer. La persévérance, ça va leur faire changer d'avis sur le fait que vous n'avez pas d'expérience, sur le fait que vous venez de la fac, vous ne venez pas d'une grande école. Voilà. Moi,
peut-être aussi rajouter quelque chose. J'ai pas fait de VIE, mais j'avais pareil un parcours un peu scolaire. Je suis partie en 3e année et en 5e année à l'étranger, donc j'ai pas eu l'occasion de faire un stage non plus. Et en fait, ce que je te conseillerais, c'est soit de faire une césure pour justement avoir cette expérience-là, soit de faire de l'alternance, après avoir ce qui te motive. Et justement, c'est ça qui t'aidera à avoir un VIE, soit dans la boîte dans laquelle tu seras. Parce que moi, j'ai plusieurs contacts qui ont eu des VIE comme ça. Donc ils étaient en alternance, en stage, et puis du fait de leur expérience, que ça se passait bien, ils ont dit ok, go, on a une filiale à tel endroit, on t'envoie en VIE. Et il y en a beaucoup qui trouvent des VIE comme ça, sans passer forcément par CiviWeb, etc. Et autre que le VIE, tu peux partir en mission aussi, en mission expat, en fait, pour des boîtes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Hein. C'était pas prévu que je parte, et en 2 semaines, je me suis retrouvée dans l'avion pour passer plusieurs mois aux États-Unis pour la boîte. Donc, il faut vraiment que tu construire un parcours avec des expériences pro, etc. Pas forcément un VIE tout de suite, parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver, mais passer par des expériences qui vont t'aider à décrocher le VIE, soit par une entreprise qui te connaît déjà, soit par une entreprise qui aura vu que tu as fait tes preuves ailleurs et que tu as un profil international qui les intéresse. Donc bon courage. T'as quel âge ? 22. T'as 22, donc en fait le VIE, t'as jusqu'à la veille du 28e anniversaire pour t'inscrire sur CiviWeb. Moi par exemple, on me l'a proposé, mais j'étais pas du tout inscrite sur le site. Et après t'es obligé de passer par le site pour être recrutable, on va dire. Donc tu as largement le temps encore, je pense, de faire ton expérience et justement de construire un beau parcours. Et continue tes études, reste inscrite sur le site, check vraiment tous les jours, il y a plein d'offres. Moi j'ai regardé il n'y a pas très longtemps parce que je me suis dit si New York ça marche pas, je veux le faire parce que j'ai vraiment envie de partir. Il y a des offres tous les jours, aussi bien très très techniques, aussi bien plus ouvertes, plus larges. Donc faut pas se décourager parce que c'est quelque chose effectivement, si tu vas sur les groupes, moi je suis inscrite à des forums sur Facebook, sur Forum Expat, etc. Tu vois les gens quand ils demandent, ça fait un peu peur parce que pour eux c'est le Saint Graal, hein. Quand ils mettent des annonces sur Facebook en disant quelqu'un aurait pas un VIE et puis tout le monde leur répond dis donc tu voulais quoi, s'emballer un Mars aussi, ou... Les gens répondent comme ça, tu dis waouh, ça fait un peu peur, mais faut continuer, t'as encore 6 ans devant toi et jusqu'à l'inscription. Après le départ c'est jusqu'à la veille du 29e anniversaire, donc continue à faire ton parcours intelligemment sur ce que tu veux faire, garde en tête ton objectif et tu y arriveras forcément à un moment. Moi, je pense qu'une année de césure aussi, c'est une bonne chose. Et qu'en ce moment, ça fait très longtemps d'ailleurs que ça existe, les permis vacances-travail qui te permettent de partir à l'étranger pendant, ça peut être 12 mois, ça peut être 24 mois. Et ça te permet aussi de travailler un petit peu à l'étranger, alors que ça soit des jobs alimentaires, comme on dit, ou alors vraiment un emploi dans une entreprise, etc. C'est toujours enrichissant par rapport, comme tu disais, à ton parcours qui est uniquement scolaire. Ça donne aussi une expérience professionnelle à l'étranger. Et je sais que j'ai pas mal d'amis qui ont trouvé des VIE comme ça, en fait. Ou des VIA par le fait qu'ils étaient déjà allés dans le pays, qu'ils avaient déjà un petit peu travaillé, même si c'était pas dans le même domaine. Donc voilà, n'hésite pas à prendre une année. Une question, s'il vous plaît. C'est pas une question, c'est aussi sur les VIE et les VIA. J'ai postulé il y a pas longtemps pour un VIA. J'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle non plus, ni de stage, et j'ai été présélectionnée. Donc c'est pas impossible. Il faut trouver le VIE qui te correspond vraiment, et c'est pas impossible. Merci. D'autres questions ? Eh bien, écoutez, on va engager la conclusion. Je crois qu'on est dans les temps. Bon, la première chose que je souhaitais faire, c'était remercier tous les témoins pour la richesse de leur parcours. Je pense qu'il est assez évident de déterminer des profils et des caractéristiques et traits de caractère commun à l'international et leur envie de bouger. C'est la capacité d'adaptation, la curiosité, l'envie de sortir de la zone de confort. On l'entend aussi souvent. Hein, j'espère qu'ils vous ont convaincu de la richesse de cette expérience-là. Et j'ai envie de te terminer en vous citant une conférencière toute jeune de 26 ans qui s'appelle Emmanuelle Duez, qui est spécialisée dans la génération X, Y et Z, et spécialisée dans l'adaptation des nouvelles générations au monde du travail. Et elle a l'habitude de dire dans ses conférences que la Terre est plate. Qu'est-ce que ça veut dire, la Terre est plate ? C'est qu'aujourd'hui, les générations que vous êtes, les jeunes qui entrent sur le monde du travail, il n'y a plus de barrières avec l'Internet, la mondialisation du commerce, de tout.
il n'y a plus de barrières. La Terre est plate. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus seulement parler anglais. Il faut parler plusieurs langues. Il faut bouger. Ce n'est pas une exception aujourd'hui de travailler sur l'international. C'est nécessaire. Donc demain, je pense que l'ensemble, que le monde du travail va s'organiser autour de cette internationalisation. Et donc ces choix que vous faites aujourd'hui pour partir sur l'international sont des choix, à mon avis, des choix d'avenir. Donc je vous souhaite bon vent, bonnes choses. Continuez à persévérer, ayez de l'audace, sachez ce que vous voulez faire et vous y arriverez. Merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir.